Salut les fans de domotique, c'est la saison, on sort les outils de jardin et connecte tout cela, on vous dit tout dans cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 22 de Tech Café Domotique, spécial le jardin et la domotique. Comme d'habitude, je suis accompagné de Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Julien, comment vas-tu? Très bien, et toi? Impeccable. Impeccable, ça pousse, c'est le jardin. Ça pousse, c'est bien, c'est le moment où ça pousse dans le jardin. Et bien sûr, notre troisième larron et comparse, Antoine. Salut Antoine. Salut messieurs, comment ça va? Bien, ça pousse aussi chez toi? Ah, ça pousse. Pas que la barbe? Alors les cheveux, là, vous me voyez en vidéo, les cheveux, ça pousse, ouais. Mais le jardin, ouais, ça pousse, on en parlera tout à l'heure. J'ai eu quelques petits déboires, mais ça pousse. Ouais, on va pouvoir La terrasse, elle pousse aussi? Lentement, très lentement. On pourrait pas faire un épisode de domotique coiffure? Non, je pense pas. C'est pas dans les tablettes si, on fera, ce on thème-là. fera plutôt Dominique coiffure. Ça fera bien. Le jeu de mots pour les coiffeurs. Allez, désolé pour ceux qui nous suivent et qui sont coiffeurs. Il s'appelle Dominique. On va commencer avant, bien sûr, notre dossier de la domotique et le jardin. On va commencer par les actualités domotiques, puisqu'il y en a eu pas mal. Ah, c'est clair. Alors moi, j'ai sélectionné la première chose, c'est le plugin officiel Zigbee pour JDOM, puisque oui, on n'a pas abandonné JDOM. Il y a, ça y est, le premier plugin officiel Zigbee. Comme je l'ai dit, ça a été annoncé sur leur blog. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est quand même une chose assez importante. Il y a beaucoup de clés Zigbee qui sont compatibles. Des clés comme la fameuse Combi 2, bien sûr, qui est la référence. Il y a aussi Domadou qui distribue une clé qui est 10 € moins chère. Alors, sur les trentaines d'euros, je crois que ça fait une vingtaine d'euros sur la clé Zigbee. Voilà, donc c'est quand même pas mal qu'on puisse avoir un vrai plugin pour directement travailler avec nos périphériques Zigbee et se passer des fameuses passerelles à Zigbee comme les passerelles Xiaomi, pour ceux qui veulent. Voilà. Deuxième news, c'est sur le CES 2022, puisque ça a été annoncé, c'est officiel, le CES 2022 sera hybride. Ah, tu iras alors ou tu iras? Tu n'iras pas. Je ne sais pas encore, puisque c'est pas très clair quand même. Hybride. Le hybride, il fait un peu peur. Alors, c'est quoi le hybride? Ils ont annoncé qu'il y aura bien le salon physiquement à Las Vegas, mais aussi en ligne. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que, au vu comment ça s'est passé, le salon en ligne, peut-être que les marques se sont dit, en fait, il n'y a pas besoin de dépenser des millions pour toucher les personnes. Donc c'est là où je me dis, est-ce qu'il y aura physiquement quelque chose de sympa? Alors, les grandes marques ont déjà annoncé leur présence physique, Sony, Samsung, etc. Par contre, aussi, il n'y aura pas de conférence de presse. Les conférences de presse qu'on avait l'habitude d'avoir quelques jours avant l'ouverture du salon ne seront pas en physique, seront en distanciel ou en vidéo. Donc c'est ça qui me fait dire aussi, je ne sais pas si je vais y aller, si nous allons y aller avec Tech Café Domotique. On verra ça avec Guillaume. On verra si j'ai mon passeport pour voyager, mon passeport vaccinal. Bon, ça va vite. Le passeport vaccinal, ça, c'est autre chose. Tu dois faire ton vaccin. 5e dose. C'est bon, c'est fait, je suis à la 4e dose. Je suis à la 8G là. T'es accro? Je suis à la 8G. T'as eu la première dose gratuite et puis après, t'as dû la payer? Ouais. Et donc, question pour ces conférences de presse, ça a tout un intérêt? Je ne sais pas, justement. Non, mais quand c'était en réel. Ah, quand c'était en réel, disons que juste après, tu pouvais avoir directement accès à tous les produits, à les manipuler, etc. Le plus souvent. Pour les grandes marques comme Sony ou Samsung, en fait, tu as accédé directement au stand. Donc, que ce soit juste après la conférence ou pas, c'était un peu pareil. Ça devrait pas changer grand-chose. Ok. Mais c'est dommage, ça fait des jours en moins à Las Vegas. Ah ouais. Tu m'étonnes.
Troisième news, c'est Carrefour. Alors, qui est-ce qui a sélectionné ça, messieurs? Ah, c'est moi. Ah oui, ça fait Carrefour, oui, juste après Las Vegas. Ah, ça tue, là, ouais, effectivement. Ouais, non, c'est moi qui ai sélectionné cette petite news, une petite nouveauté. La Carrefour a annoncé que, qu'il se lançait comme Lidl, je pense, pour concurrencer un petit peu le marché de la domotique à bas prix. Ils ont sorti une petite caméra de surveillance d'intérieur à moins de 40 €. A priori, il y a même une période là où elle va être vendue 19 €, il me semble, pendant une petite semaine là, bientôt, je crois, ou ouais, très prochainement. Et voilà, de marque Calex Smart. Alors a priori, ils ont déjà en magasin des ampoules, je crois, des bandeaux, des trucs de cette marque-là, qui seraient déjà en rayon depuis quelques temps. Donc voilà, une petite caméra d'intérieur toute simple, comme on connaît tous. Voilà, à voir ce que ça vaut, à voir comment ça fonctionne. A priori, ça a pas l'air de passer par des serveurs. Ça passe par leur application, ça enregistre en local sur la caméra. Je crois qu'on peut rajouter une micro SD, je pense, dedans, pour étendre la capacité de stockage. Donc voilà, à voir ce que ça vaut. Ah oui, c'est ça. Ils disent qu'en fait, ça permet de stocker 24 heures de vidéo déjà de base. Donc, d'accord. Est-ce qu'elle sera vraiment est-ce que c'est une vraie caméra IP donc compatible on-vif qu'on va pouvoir mettre sur nos NAS et tout? Apparemment oui, je pense, mais bon, à creuser. D'accord. Voilà, ça fait de la HD. Je pense. Bon, déjà, elle est pas moche. Ouais, je pense que c'est un truc classique. Je pense que ça doit être une marque qu'on a trouvé, sous d'autres appellations. Je pense que c'est un truc rebadgé, quoi. Donc je sais pas, à voir, mais bon, ça peut faire un petit truc, un pied d'entrée. Dans la domotique et les caméras d'intérieur à pas trop cher si quelqu'un veut se lancer, tester, et voilà. À suivre. À voir. Voilà. Next, on va parler encore une fois du chip. Des chips. Feu du chip. Je crois que j'en ai parlé à quasiment chaque épisode, puisqu'il y avait des news à chaque épisode. C'est un vrai fil rouge. Mais ça y est, là, il y a quand même une grosse annonce, puisque on ne parlera plus du chip, RIP, le chip, mais plutôt du Matter. C'est le nouveau nom du protocole pour l'interconnexion des appareils de la maison. Alors, il faut savoir aussi, c'est que la Zigbee Alliance c'est aussi renommée en Alliance, je sais plus quoi. Bref, ça y est, c'est enclenché. J'attends toujours quand même les produits, et tout le protocole. On a toujours les produits Thread pour chez Apple. Ah, j'en ai. On en parlera tout à l'heure. Ça y est, t'as acheté du Thread? Ouais, j'ai du Thread. T'as du Thread. Ouais. Bon, ok, voilà. Donc, encore une fois, ça avance. On attend toujours quand même la concrétisation de tout ce beau protocole qui devrait changer toute notre belle maison connectée. Ça. Ou pas. Ou pas, je pense pas. Pour l'instant, c'est du marketing. Ou alors, si vraiment ça plante, je serais déçu. Ouais, tout ça pour ça. Mais bon. Bref. Dernière news avant qu'on passe à notre dossier, le gros bug. Le gros bug. Alors que. Le gros bug. Alors, qu'est-ce qui nous en parle? Ouais, je vais prendre parce que c'est. Ça me touche un petit peu. Attends, mais il n'y a pas eu de bug. Moi, hier, j'ai ouvert l'application et j'ai vu une dame qui prenait sa douche. Sur mes caméras, c'est. C'est pas du mon épouse. Voilà donc. Non, c'est Safari et Pornhub que t'as lancé. Ça va pas être la bonne chose. Pour tout vous dire, l'épisode précédent, vous avez fait un épisode Tech Café Démotique Review où je vous présentais les caméras Eufy, Eufy Cam 2C en l'occurrence, qui fonctionnent plutôt très bien et on disait que c'était superbe. Et suite à ça, pas suite à ça, c'est parallèle. En fait, est sorti là récemment il y a quelques jours un bug sur ces caméras. Qui apparemment certains utilisateurs se sont retrouvés via l'application Eufy à n'avoir non pas leur caméra mais les images des caméras de quelqu'un d'autre. Donc il y a eu apparemment un petit souci, un petit bug sur leur serveur. Alors, depuis ça a été résolu. Moi j'ai testé de mon côté, je n'ai rien vu. D'autant plus que ces caméras, moi, elles sont intégrées à HomeKit, donc HomeKit, il n'y a pas de problème non plus. Donc il y a eu un petit bug. C'est, je pense, c'est pas un bon bug dans le sens côté confiance sur le produit. Ça peut tout de suite faire très peur. Maintenant. Moi, je me dis que ce sont des caméras sur lesquelles on installe en extérieur pour surveiller le passage du chat ou le passage du facteur. C'est pas des caméras, effectivement, qu'on va être sous la douche.
Enfin, après, C'est clair. Vous voulez. Ah, les EFI, t'as des EFI intérieurs, hein, donc effectivement. Je sais pas c'est quelle gamme de EFI ça a touché. Tout vrai. apparemment. Moi, dans les news, j'ai vu que quelqu'un disait que quand il s'est connecté à son application, il a vu des enfants qu'il connaissait pas dans une pièce, dans une chambre en train de jouer et tout, quoi. Des enfants en bas âge, donc ça peut faire peur quand même. Ça peut être un peu flippant. Mais a priori, ça peut faire a priori, peur, c'est un bug qui serait apparu suite à une mise à jour chez eux. Mais ils s'en sont très vite aperçus. A priori, ça aurait dû durer qu'une petite heure. Ils ont vite rectifié le tir. Et par contre, ça a vite fait le tour de la planète. Voilà, en fait, ça a dû être très très restreint. Ça a dû se passer sur quelques personnes. Donc voilà, je pense pas que ce soit pour la J'ai vu comme quoi c'était beaucoup en Australie, un truc comme ça, non ? A priori, à l'étranger, ouais. Bon. Donc malheureusement, c'est un peu le souci avec ces caméras qui passent par des serveurs aussi pour les accès. Donc, mais apparemment, quand elles sont reliées sur HomeKit, il n'y avait pas de souci. C'est bien ce qui était précisé. Ah. Là, du moins, ceux sur HomeKit n'ont pas constaté de problème. Ouais, voilà. Ouais. Ça, c'est la petite dédicace à Sébastien qui dit HomeKit, c'est sécure, c'est la cage dorée, etc. Je pense qu'il avait assez parlé de la sécurité là-dessus. Bon, ok, ça c'était pour les news. On va passer au dossier qu'on a sélectionné puisqu'on va parler du jardin et bien sûr de la domotique. On va vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est possible de connecter ou d'automatiser dans le jardin. Alors, pour ça, on va vous partager tout simplement ce que nous avons ou nous avons eu dans notre jardin. Exactement. Sortez vos tongs. Bien sûr. Ah ouais, sortez les tongs, le Sauf transat. si vous avez des robots tondeuses qui passent. Mettez pas des tongs. La première chose à laquelle on pense, bien sûr, quand on pense à domotiser son jardin, c'est l'arrosage. J'aurais pas pensé à ça, moi. Salaud. Ah ouais. Je plaisante. Ah, moi, c'est vraiment une des premières choses que j'ai faites quand j'ai dit. C'est vrai. J'ai fait toutes les pièces de la maison. Faut que je m'occupe du jardin. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai été installer un arrosage automatique avec pas le petit truc. Moi, j'ai installé ce qu'on appelle les tuyères avec gros arrosage automatique avec les tubes qui sortent du gazon. J'en ai chié pour passer tout ça, mais bon, ça m'éclatait tellement d'avoir Oui. Il pleut si rarement que ça chez toi, sinon. Non, c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que je l'ai fait tout ça pour pouvoir appuyer sur un bouton pour arroser automatiquement. Bon, après, c'est le délire. Donc, alors, pour info, si vous avez ce genre de système d'arrosage automatique, vous pouvez, moi j'utilise le contrôleur Orbit Beehive. Donc Orbit c'est la marque, Beehive c'est le modèle, BHYVE. Pourquoi j'ai sélectionné ce modèle ? Avant, d'ailleurs, pour info, j'étais sur GreenIQ qui a fait un flop. C'était sur le cloud. Ils sont plantés. Ils sont tombés à l'eau. Une solution pour. Ouais, c'est tombé à l'eau. Tout à fait. Ça a été repris pour installer Domotics. J'avais essayé puisque à l'intérieur c'était un Raspberry, mais finalement je l'ai pété le truc. Donc je suis parti sur Orbit pour la compatibilité HomeKit de base, Google Assistant, Amazon Alexa et bien sûr c'est intégrable dans toute autre domotique comme Home Assistant, JDOM, etc. Donc moi il est totalement autonome. J'ai programmé directement j'ai programmé dans Home Assistant, mais il est totalement autonome. Vous pouvez très bien gérer avec l'application sans aucun souci. Par contre, comme je disais, moi avec Home Assistant, je regarde en fonction de la pluviométrie effective via Netatmo. Donc j'ai le pluviomètre Netatmo. Je récupère, s'il y a besoin d'arroser, j'arrose ou pas. En sachant que moi, j'arrose aussi mon potager en même temps. Il gère jusqu'à 4 entrées, même plus, je crois. Ouais. Non, il faudrait que tu m'expliques justement comment ça fonctionne ce truc parce que je suis allé voir vite fait. Moi, je connaissais pas du tout la marque. D'ailleurs, c'est quelle nationalité qui fabrique ça ? C'est un produit quoi ? C'est américain. En fait, je les ai rencontrés au CES. Et j'avais, comme je cherchais justement un remplaçant en GreenIQ, j'avais parlé avec eux. Je trouvais que le produit était sympa. Et quand j'ai décidé de passer, je l'ai commandé directement sur Amazon. J'ai pas pigé, mais en fait, je suis allé voir vite fait parce que je connaissais pas du tout. Effectivement, j'ai vu leur boîtier, là, l'espèce de petit contrôleur, mais comment ça fonctionne ta sortie d'eau est branchée directement dessus ? Ah non, alors effectivement, les systèmes d'arrosage enterrés,
les systèmes arrosage enterrés, c'est pas comme ce que tu as acheté, et je suppose que tu vas en parler juste après, un truc que tu mets à un robinet. C'est ça. En fait, tu connectes ton système d'eau à d'abord une clarinette. Ça s'appelle une clarinette. C'est une sorte de tuyau qui se sépare en plusieurs et tu mets des électrovannes. Ouais. D'accord ? Ces électrovannes vont s'ouvrir à partir du moment où tu injectes du courant dessus. D'accord. Et donc, en fait, ce que fait ce système d'arrosage automatique, il est relié électriquement à ces électrovannes, va envoyer, c'est du 12 volts, les miennes c'est du 12 volts, va envoyer 12 volts pour ouvrir la vanne et donc laisser passer l'eau qui va faire sortir les tuyères, etc. Donc, c'est ça ce qu'il gère. Ok, ouais, je comprends mieux. Le contrôleur. Ok. Donc voilà. Mais alors, bien sûr, si vous n'avez pas un grand jardin ou que vous voulez arroser quand même quelque chose, vous pouvez très bien gérer un arrosage de potager ou un arrosage de bac à fleurs avec des systèmes, comme j'ai un peu évoqué. On visse ça directement sur le robinet du jardin. On laisse bien sûr le robinet tout le temps ouvert et lui va gérer automatiquement l'ouverture ou la fermeture du robinet. Enfin, le passage d'eau. Donc c'est Gardena qui propose ça. Si vous voulez acheter des kits pour arroser juste même vos jardinières sur le balcon, c'est possible. Ça marche même en solaire et avec un bac d'eau. C'est-à-dire que même pas avec un robinet, vous allez pouvoir même directement pomper l'eau qui est dans un bac, un réservoir. Donc voilà, il y a moyen de faire ça aussi sans sortir la grosse artillerie. Et toi, Antoine, je crois que cette semaine, ça y est, t'as craqué. La semaine dernière, j'ai commandé, ça fait 1 an déjà que je dis tiens, l'été prochain, j'y passerai pour arroser le potager. J'ai commandé l'espèce de petite vanne Eve Aqua. Donc moi, c'est le système un peu différent, comme tu disais, ça se visse directement sur la sortie du robinet. On laisse le robinet ouvert et à la sortie de ce petit boîtier, en fait, je branche mon tuyau d'arrosage. Et en gros, il fait du on-off, il allume, il éteint l'eau, quoi. Enfin, il l'ouvre et il ferme l'eau. Suivant ce que je lui ai réglé comme timing, comme plage horaire, comme scénario via l'application Eve. Alors par contre, il est compatible HomeKit, donc directement dans HomeKit, je peux gérer tout ça. Il y a un petit bouton dessus si on veut l'activer à la main. Mes beaux-parents, là, j'étais pas là du week-end et je les avais même pas prévenus. Ils sont venus arroser un peu le potager, la serre. Ils sont venus, ils ont compris tout de suite qu'en appuyant sur le bouton, ça allait ouvrir le truc. Mais voilà, ça fonctionne bien. C'est un truc qui coûte à peine 100 € sur Amazon. Là en ce moment, il a 100 € parce qu'évidemment, il remonte. Hors saison, là, plutôt 70 €, je crois. Mais voilà, c'est un peu différent dans le fonctionnement. Moi, ça me fait un peu plus flipper, contrairement à ton système, parce que là, mon truc, le robinet reste ouvert en continu. Donc demain, il y a un dysfonctionnement pour X raison, le boîtier se met à fuir ou quoi, t'es en vacances, tout l'eau coule et puis ça arrête pas, quoi. Donc voilà. Et ce petit boîtier, à ma grande surprise, quand je l'ai installé, alors il y avait peut-être quelques temps, c'est l'exemplaire que j'ai reçu chez Amazon, et donc dès que je l'ai installé, il m'a demandé de faire une mise à jour, et il m'a dit tout de suite, ça y est, je suis compatible avec le nouveau protocole Thread, donc il s'est mis à jour là-dessus, quoi. Okay. Ah oui, Eve est très en avance sur ce protocole-là. C'est comme Nanolith, je crois que c'est parmi les premiers à être compatibles. J'ai une question, Antoine, je pense que tu ne te fais pas pour l'instant avec la pluviométrie. C'est juste des effectivement. Et des températures. Effectivement, je voudrais m'équiper comme toi, Julien, tout le petit écosystème Netatmo là, avec le pluviomètre. J'aimerais bien aussi la petite éolienne là qui, c'est quoi l'anémomètre qui mesure l'anémomètre. Bon anémomètre. Ouais, j'aimerais bien m'équiper de tout ça parce que justement maintenant qu'on a la serre et voilà le potager et tout, j'aimerais bien mesurer un peu tout ça et puis effectivement faire des scénarios comme tu l'expliquais pour mettre en route l'arrosage. Alors, mais vas-y. En fait, c'était ça. C'est comment tu gères en fait l'information pluviométrie. C'est-à-dire qu'il pleut pendant une journée, donc tu as eu 20 mm d'eau. Je dis n'importe quoi. Comment tu l'intègres dans ton scénario? Tu vas considérer que tes 20 mm, ça te fait un stock d'eau de 1 journée, 2 jours, 3 jours. Tu vas le conjuguer avec la température. Ceci derrière, il fait une grosse canicule. Enfin, c'est comment tu gères en fait cette partie pluviométrie. En gros, s'il y a plu, j'arrose pas, et s'il pleut pas, j'arrose. À qui tu poses la question? À moi ou à toi qui a à moi? Oui, alors, moi, effectivement, je regarde par rapport à ce qui est tombé aujourd'hui et la veille. D'accord? Okay. Je regarde pas effectivement combien j'arrose. On pourrait, comme tu le dis, dire tiens, j'ai arrosé de autant de minutes.
équivalent peut-être à autant de litres, je sais que je vais tenir 2-3 jours. Pour l'instant, mon scénario, il est plutôt simple. D'accord ? Je regarde juste sur la veille, l'avant-veille. Mais ouais, tu pourrais effectivement bien plus optimiser et tout. D'accord. Là-dessus. Par contre, moi, c'est une question. Alors, comme je dis, le Orbit, Beehive et d'autres peuvent fonctionner en totale autonomie, même en prenant en compte la pluviométrie. Moi, le Beehive, tu lui dis géolocaliser, il sait s'il a plu ou pas plu. Et d'ailleurs, je retrouve cette information dans mon équipement sur Home Assistant. Donc, je me posais la question justement sur le Eve. Est-ce que dans les scénarios, eux, de base, ils peuvent l'interpréter, ce genre d'information-là? Est-ce qu'ils l'ont pas? Ou c'est juste un actionneur bête et méchant? Mais comment ça, avoir ça via leur application, via les infos de météo? Tu localises, c'est ça, oui. Ouais. Bah oui, la météo, il n'y a pas besoin d'avoir un pluviomètre dans son jardin pour savoir s'il pleut. Via HomeKit, je dois pouvoir, je pense. Même nativement sur Eve. Mais nativement dans Eve, vous me posez une colle, j'ai pas cherché à ce niveau-là, faudrait que je regarde, mais je pense que ça doit être faisable. Bon, tu feras tes devoirs. Parce que en fait, on pose des colles. l'avantage de l'application Eve, on en avait déjà parlé sur l'épisode sur HomeKit, c'est que l'application Eve récupère absolument tout ce que vous avez dans HomeKit. Et pas que leur équipement à eux. Et c'est un peu plus chiadé au niveau des actionneurs, des scénarios et tout. On peut faire des trucs un peu plus poussés que ce qu'on fait avec l'application HomeKit native. HomeKit, ouais, t'as beaucoup plus d'informations même sur les sur les. Il faut que je creuse, mais effectivement, je pense qu'on doit pouvoir faire des choses à ce niveau-là. Et je vois dans l'application Eve, j'ai un petit onglet réseau thread. Et voilà, là il voit que j'ai que le Eve Aqua pour le moment, mais t'as pas un de HomePod mini? Pas encore. Il va falloir que je m'équipe. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh. Bon, très bien. Donc, alors, bien sûr, pour optimiser toujours, hein, que ce soit l'arrosage du jardin, l'arrosage des potagers, l'arrosage des bacs à fleurs, il y a des solutions aussi pour mesurer le taux d'hydrométrie. Oui. C'est Sébastien Goffin dans l'épisode spécial HomeKit qui en avait parlé, où il faisait justement ce genre de scénario-là. Avec les Flower Care. Parrot aussi avait sorti des produits Flower Power, qui a d'ailleurs, enfin j'en avais un, le forme de Y vert là, qui bouffait des piles. Ouais, c'est un truc qu'ils ont bradé à la Fnac à une période, c'est ça, hein? Bah en fait, ouais, c'est sorti en 2013 et le serveur est arrêté par Parrot depuis 2020. Donc à la fin, plus personne n'en voulait. Enfin, ça se vendait pas, quoi. Et le problème de ce produit-là, c'est que c'était très pratique, tout petit. Mais il y avait aucune gestion, c'était juste du Bluetooth, donc si t'étais pas pas à côté, t'avais pas l'information de ta plante que tu mesurais, et en plus tu n'avais pas d'historisation de ce que tu avais mesuré. Et à chaque fois tu vas recommencer, quoi. Donc l'idée était bonne, mais ils n'ont pas été au bout du projet. Enfin, ils n'ont pas été au bout de la démarche. Mais c'est comme le Flower Care, hein. Bon, c'est du Bluetooth. D'ailleurs, je me souviens plus si on en avait parlé avec Sébastien, comment il l'avait intégré dans. On en a parlé, mais je me souviens plus. HomeKit. Faudrait que je réécoute notre épisode. Mais ouais, mais alors, ça reste du Bluetooth, donc si c'est pour le potager à l'extérieur, déjà je sais même pas s'il prend la pluie, etc. Bah, moi j'avais déjà regardé, mais il n'y a pas beaucoup de choses pour mesurer à l'extérieur l'hydrométrie de la terre. Alors, alors je sais pas pour le Flower Care, mais pour le Parrot Flower Power, ça mesurait l'hydrométrie, mais ça mesurait également la qualité de la terre et de l'ensoleillement. C'est-à-dire que l'idée du truc, c'est un truc que vous plantiez dans la terre avec une sorte de 2 électrodes métalliques, si je dis pas de bêtises là-dessus. Donc ça faisait une sorte de conductibilité, je pense, électrique de la terre, et ça arrivait à analyser un peu la chose. Et selon vous indiquiez sur l'application quel est le type de plante ou de fruits ou de légumes que vous voulez mesurer. Et là, il vous expliquait quoi faire en termes d'arrosage, d'engrais aussi, si j'ai pas de bêtises. Alors, il y a un truc. Il y a un truc comme ça, c'est Xiaomi qui fait ça. Je l'ai jamais essayé, mais ils ont effectivement un capteur comme ça. Ah bah c'est le Flower Care. C'est celui-là? C'est ce que tu crois? C'est le Flower Care de Xiaomi. Ah, d'accord. Oui, bravo. Bien joué. Ah non, moi je pensais que c'était. Je crois que j'ai un petit son pour toi. Je pensais que c'était une autre marque. Félicitations. D'accord. Non, bah écoute. Ah là là. Bravo. Non, mais je voulais que tu utilises absolument tes sons. Ton excellent matériel podcastique. Un petit moment. Donc oui, c'était bien ça. Mais sinon, moi, il faut le construire avec des Arduino. Hein, c'est possible très facilement et pour pas cher du tout en Wi-Fi.
D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission, puisque on va vous parler d'un projet de fou pour ceux qui aiment bien le bricolage, l'impression 3D. Il y a un truc, c'est énorme. Je vous tease un petit peu pour que vous restiez jusqu'à la fin, même si je crois pas qu'il y a du watch time et tout, mais si vous ne connaissez pas, on va en parler. Pour info, on est resté, ça nous a duré au moins 1 heure. Plus que ça. Après la préparation, quand on a fini de préparer, moi j'ai sorti le sujet, vous connaissiez pas. On est resté 1 heure là-dessus à regarder ça. Et après on en a parlé pendant quoi, 1h30 je pense. Bon, on avance justement pour aller sur ce sujet. On a parlé d'arrosage, on a parlé des différentes plantes. Au niveau de la serre, alors moi j'ai une serre où il y a des tomates, etc. Moi, mon principal problème que je n'ai toujours pas résolu, alors c'est aussi un appel à la communauté, c'est que je suis à la recherche de capteurs de température et d'hydrométrie pour la serre qui va supporter de hautes températures. Puisqu'à la base, moi j'ai pris un module Netatmo, les modules cylindriques argentés, je l'ai mis dans la serre, et il a fondu. Le plastique a fondu, quoi. Donc, il fonctionne encore, mais je l'ai viré. Moi, du coup, tu m'as fait flipper avec ça, parce que moi, j'en ai mis un aussi dans ma serre. Il a marché 2 jours. Moi, j'ai mis un capteur Xiaomi, mais du coup, je pense pas que c'est lié à ça. En fait, il se déconnecte. Je pense que, je sais pas, ça fait trop une cage, pas de Faraday, parce qu'il y a du verre et tout, mais je pense que je suis un peu loin de la passerelle Xiaomi. Mais je pense... T'es peut-être un peu loin de la passerelle. Mais par contre, je pensais le couvrir, je sais pas, lui faire un petit chapeau en papier alu, quelque chose au moins pour pas qu'il prenne trop la chaleur non plus, parce qu'effectivement, dans une serre, ça doit cramer. Mais je suis étonné quand même qu'il en soit arrivé à fond. Mais moi aussi, je pourrais montrer des photos. Je mettrai les photos peut-être sur l'émission, sur le site Tech Café. Mais ouais, pour du plastique injecté, j'ai trouvé ça fort de café. C'est le plastique en lui-même qui a fondu. Ouais. Enfin, pas beaucoup, attention. C'est pas devenu une crêpe non plus, mais tu vois qu'il a bien pris un coup de chaud. Quoi. Donc, j'ose même pas imaginer mes tomates comment elles devaient être bien rouges aussi. Enfin, donc voilà, pour la serre, je pense pas que on est particulièrement à s'attarder. Non, si ce n'est que l'arrosage. C'est ce que j'allais dire. On vient d'en parler de l'arrosage. Moi, c'est ce que je vais faire à terme. Voilà. Moi, j'ai pas de serre. J'ai plus de potager. Il pleut tout le temps. T'as plus rien. On peut continuer. Toi, tu vas chez Lidl acheter des trucs domotiques et tes légumes en même temps, c'est ça? Non, les légumes, on fait avec des producteurs locaux. Ah, c'est bien. Bravo. Merci. Alors, on parlait des capteurs. Forcément aussi, pour savoir dans le jardin, la météo. Moi, personnellement, j'utilise, comme je l'ai dit, Netatmo, où j'ai la sonde météo, la station météo, le pluviométrie, l'anémomètre. Je pense que j'ai la totale. Je suis très content, puisque ça fonctionne de façon autonome. Je crois que c'est même parmi mes premiers objets connectés, mon premier objet connecté que j'ai pu acheter. À l'époque, c'était la folie, avoir un truc comme ça connecté. En plus, c'était un super design. Ah ouais, ça claquait. C'était chouette. Alors après, la question que je me suis longtemps posée, c'était quel est l'intérêt d'avoir ça? Alors qu'on peut avoir la météo sur sa montre, son téléphone et sur toutes les applications du monde. C'est qu'en fait, vous avez sur la station météo Netatmo, en dehors de quel temps fait-il et puis la température réelle extérieure, vous avez également tout ce qui est point de rosée et la température ressentie. Et si vous avez, comme moi, une époque, envie le matin d'aller courir avant de lever du soleil, la température ressentie est un très bon indicateur pour savoir si vous mettez un short ou 3 couches de bonnet. Voilà. Exemple. Plus les capteurs de particules de pollution. Aussi, oui. Que tu as et donc qui sera beaucoup plus précis que l'estimation ou alors les stations. Mais je pense que de toute façon, Netatmo revend ces informations que l'on collecte pour eux. Ah oui, pour faire un... Parce que quand on voit la carte des stations Netatmo en France, moi je suis impressionné que dans mes petits villages à côté, il y a au moins 2 ou 3 stations. Ouais, quoi. Mais moi dans mon petit village, j'en ai a partout. Un deuxième. Donc je pense que le business model de Netatmo, de toute façon, c'est revendre les mesures à France, Météo France, etc. sûrement.
Ouais, je sais pas si il y a eu un impact, mais avec les avions qui volaient beaucoup moins, moi j'ai entendu dire d'ailleurs que les données météo étaient beaucoup moins précises avec avec la crise qu'on vient de connaître et tout ce passage à vide où les avions volaient beaucoup moins. Effectivement, c'est pareil parce qu'ils prennent des données qui repartagent aussi. Donc, est-ce que c'est pareil avec le matos Netatmo? Je sais pas. Faudrait leur demander directement. Je sais pas si c'est un secret, s'ils pourraient nous dire. Je comprends pas l'impact des avions. Et en fait, avec la crise du Covid, le fait que les avions ont beaucoup moins volé qu'avant. Il y a eu beaucoup moins d'avions au final dans le ciel, et les avions sont équipés a priori de balises et autres qui récupèrent plein de données météo, qui recoupent et qui fait que partout dans le monde la météo est beaucoup plus précise. D'accord, je savais pas que les avions de ligne participaient à la collecte d'informations. Alors je sais pas si c'est tous les avions de ligne, mais je sais qu'il y a beaucoup d'avions qui font ça et qui du coup pour le coup là, ils avaient beaucoup moins de données qu'avant. C'est ce que j'ai lu dans un article. C'est pas les fameux avions qui balancent les traînées de chemtrail 4G de pollution, je pense que là. C'est les mêmes, ouais, c'est ça. Ah, attention complotistes. On va se faire striker notre épisode. Ah non, mais là on parle de COVID, est à fond pour ce bagage. Bon voilà, c'était un petit aparté pour votre culture personnelle. Écoute, je ne le savais pas, donc merci pour ce moment culture, bravo. Et de rien. Voilà. Après avoir arrosé et avec ce beau soleil, cette météo et à l'avoir bien arrosé, bien sûr, le gazon, qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse ce con. Il pousse. Alors, solution pour tondre, hein. Bon, il n'y en a pas 36 000. De l'essence. Il y a plein de tondeuses, il y a plein de styles de tondeuses, mais si alors, on veut un truc dans notre thématique. Voilà, dans notre thématique de la domotique, il n'y en aura pas 36 000. Je t'invite sinon à couper avec des ciseaux ton gazon ou avec la fameuse tondeuse que tu pousses et le rouleau, là, à l'américaine peut-être. Je sais même pas si on en connaît, Gaëtan. Avec Gaëtan, on en connaît. C'est vrai. Oui, il a toute surface. Un petit Suisse. Ouais, alors il viendra faire sinon mon terrain. Il va s'amuser. Mais oui, donc forcément, qui dit tonte et qui dit domotique ou maison connectée, on va tout de suite penser aux robots tondeuses. Maintenant, les robots tondeuses, ça a vachement pris. Les premiers qui étaient sur le marché, donc pour moi, les plus réputés, c'est les Husqvarna. C'est vraiment ceux qui ont tout. Enfin, c'est les pionniers. C'est la marque c'est eux qui ont inventé le robot tondeuse, hein, si je me trompe pas. Oui, ça m'étonnerait pas. Ils avaient même fait le premier aussi dans la gamme, c'était le 220X, et puis il y avait le 240 avec le panneau solaire. Et lui, il était même charge solaire. Mais donc, bon, eux, les pionniers, on va en revenir. Mais bien sûr, il y a d'autres alternatives moins onéreuses, puisque Husqvarna reste quand même haut de gamme. Tout le monde s'y est mis. Même des Leroy Merlin, on va trouver leur marque propre. Même du Carrefour, des avec marques des Works, etc. Oui, c'est... Ouais, il y a Carrefour qu'on a sorti aussi. Donc, à voir les qualités des autres, hein, attention. Works n'est pas la marque de Leroy Merlin. Works est une marque allemande. Qui est plutôt bien réputé en tout ce qui est matériel électroportatif. Tu vas me faire virer de chez mon client, Leroy Merlin. Je crois que j'ai dit une connerie alors. ouais, mais on les trouve sur Amazon. Je jetais sur des Works. Et en fait, il y avait énormément de vidéos ou de tests en allemand. Donc c'est comme ça que j'ai découvert en fait que cette marque Works n'était pas qu'une marque de tondeuse. C'était tout un système un peu comme les Ryobi et consorts, tu sais, avec les batteries. D'accord. Voilà. Ok. Bah, ils ont l'air d'avoir de bons produits parce que c'est vrai moi je les vois souvent. Ils sont assez réputés. Ouais. L'autre marque qui revient quand même souvent, alors qui est plus accessible, c'est Gardena. Oui. Alors Gardena qui de toute façon c'est Husqvarna. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ni plus ni moins apparemment juste un habillage en fait qui change, hein, mais le programme interne et tout, l'écran. Moi j'ai vu justement l'autre jour parce que je suis sur un groupe Facebook sur les robots tondeuses et il y avait une discussion là-dessus l'autre jour. Des mecs montraient l'écran de leur robot Gardena et c'est effectivement la même chose, hein, la même police, tout pareil. Mais je pense que c'est aussi les tailles de jardin. Et c'est moins cher. Puisque les Gardena, c'est moins cher, bien sûr.
Et c'est vraiment moins cher. Ouais, il y a quand même une sacrée différence. Et puis, tu vas trouver des petits robots qui vont pouvoir te faire les 300-400 mètres carrés. Chez Husqvarna, tu commences tout de suite à minimum 1000 mètres carrés de mémoire. Hein, après, je dis ça, à peine, c'est quand j'avais regardé la gamme il y a 5 ans. Je crois qu'il doit y avoir un premier qui doit faire dans le 800-900 mètres carrés. Le premier, c'est 600 mètres carrés, je sais plus. Chez Husqvarna ? Ouais, c'est un truc comme ça. D'accord, ils ont changé. Par contre, le très haut de gamme, c'est 3500 mètres carrés ou 3800 mètres carrés. Ouais, mais c'est clair. Donc, moi, j'ai un 430X. Je pense qu'il est peut-être plus dans la gamme. Qui est bien sûr connecté. Alors, fallait prendre le kit à l'époque. Il n'était pas de base connecté. Il fallait prendre un kit connectable avec une carte SIM dedans, qui fonctionne toujours. Je croyais que c'était 2 ans, mais finalement, moi, il fonctionne toujours, même au bout de 4-5 ans. Donc, l'avantage, c'est qu'il est parfaitement intégrable via les systèmes domotique comme JDOM ou Home Assistant, etc. Alors forcément, ça repasse bien sûr par les serveurs, puisque c'est par une connexion directe. C'est le mouton. Moi, je l'appelle mouton. C'est mon petit mouton à moi. Mouton discute avec les serveurs du Husqvarna et après, on récupère les infos. Alors, quel est l'intérêt bien sûr, parce que forcément, il est totalement autonome. Il y a l'application pour tout gérer. Pourquoi il y a un intérêt à le connecter avec JDOM ou Home Assistant ? C'est tout simplement d'être alerté en cas d'incident. Parce que moi, je dois avoir un problème avec cette application ou ces notifs. Moi, je ne reçois pas bien les notifs d'incident sur l'outil Husqvarna. Moi, ça fonctionne bien, mais depuis la dernière mise à jour, l'application me dégage régulièrement. Donc, à chaque fois que je retourne dedans, il faut que je me reconnecte. J'ai aussi le souci. Mais par contre, moi, je l'ai intégré aussi dans HomeKit, via HomeBridge. Donc tu l'as aussi tu peux te créer un petit scénario, te balancer une alerte si effectivement il gère en plus dans HomeKit, il me gère s'il a un souci, il se met en alerte. Donc on peut effectivement gérer ça via HomeKit. Ouais, et moi dans Home Assistant, il est géré comme un robot aspirateur. Hein. Bien sûr, c'est les mêmes commandes de toute façon, marche, arrêt, parc, etc. Ouais. Et je récupère aussi la position GPS. Ce qui fait que j'arrive à mettre des petites zones GPS dans tout mon jardin. Et je sais où est-ce qu'il est bloqué. Donc, s'il est bloqué, je vois où est-ce qu'il est bloqué. Je dis, tiens, mouton est bloqué et il est bloqué au fond à droite dans le côté cabane de jardin, quoi. Ouais, mais c'est précis vraiment parce que moi, mon GPS sur l'application, tu sais, l'image Google Maps que tu vois dans l'application, c'est pas hyper précis. Moi, des fois, il est planté chez le voisin, quoi. Alors que réellement, il est 10 mètres plus loin, coincé au pied du Ouais, mais ça te donne à peu près l'endroit. Parce que moi, entre devant, à droite, à gauche, la maison, ou sur les côtés, ou même tout au bout, etc. Il fait tout le tour de la maison, donc bloque, alors effectivement, si t'as un élément de blocage. Des hérissons. Les tops, les fucking tops. Alors désolé, j'adore les animaux, hein, tout, mais les tops, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, un aparté là-dessus, c'est la grosse polémique en ce moment. On voit plein de messages passer sur les réseaux sociaux et tout, des associations pour les animaux hein, que je respecte, hein, c'est très bien, qui disent attention avec vos robots qui tournent la nuit, il faut plus qu'ils tournent la nuit parce qu'effectivement les hérissons en ce moment sortent de partout. Et c'est le cas, moi sur mes caméras, encore cette nuit, on a un gros hérisson qui crèche dans le jardin et qui se balade. Donc moi ça fait déjà plus d'une année, l'été dernier déjà je crois, début de saison peut-être, mais j'ai effectivement arrêté de le faire passer la nuit tout seul. Alors, parce qu'effectivement il paraît qu'il y a plein de hérissons qui se retrouvent décapités à cause des robots. Tout à fait, mais là pour le coup je serais assez d'accord. La nuit pour moi ça doit pas tourner, je le fais pas tourner, même si ça reste silencieux, on en parlera en termes d'avantages. Effectivement, il faut laisser les animaux nocturnes là-dessus. Moi c'est les tops, comme je disais, c'est le problème, c'est qu'elles me font des monts. Et ça accroche le carter entre les roues. Donc, et là, il reste bloqué. Après, c'est soit les trous du chien. Hein, le chien fait des trous. Donc, une roue qui est dedans. Donc, voilà. Et les gros caca de chien. Ouais, mais moi, j'ai pas un beau jardin. Moi, j'ai une belle pâture. Qui est pas du tout plat. Heureusement, justement. En dehors des tops et du chien, ça passe quand même. Ah oui, c'est un warrior. Ouais, alors après, moi j'ai des endroits, j'ai des morceaux de bois là qu'on a mis à certains endroits pour entourer des carrés où il y a des fleurs, des trucs.
qu'on a mis provisoirement, et des fois même il se bloque dessus, il arrive même à sortir quand il est grimpé dessus. Si il est pas trop soulevé et qu'il se met pas en erreur parce qu'il est soulevé, il arrive même à se dépatouiller, même sur des gros cailloux, des trucs, même des jouets de gamins qui traînent, il arrive à se balader. Alors c'est arrivé une fois en pleine nuit où j'ai entendu un bruit de coupe, mais énorme, hein, il était bloqué sur un jouet et on entend un sifflement atroce, quoi, et il bloque et il coupe, et voilà. Et je suis sorti en courant, en slip en pleine nuit, arrêter le robot, quoi, parce qu'il était coincé, il s'arrêtait plus. Alors, pour quand même aussi vous donner envie, parce que c'est aussi un peu le but de vous dire, tiens, qu'est-ce qui est bien ou pas. Ouais, parce que ça se bloque pas si souvent. Non, on parle des défauts, entre guillemets. Si il y a des trucs qui traînent, même le chien qui laisse traîner ses jouets et tout, c'est vrai. Imaginez le robot aspirateur, déjà, c'est une aide. Mais alors, le robot tondeuse, c'est juste fantastique. Enfin, moi, ça m'a enlevé 2 heures toutes les 2 semaines. C'est énorme en termes de temps, quoi. Ouais, moi, un peu plus que ça, même, ouais. Moi, pour tout vous dire, même ma femme, il y a pas très longtemps, m'a dit c'est le meilleur investissement qu'on a fait, le robot tondeuse. C'est un gain de temps. Un peu allergique à mes bidouilles connectées. C'est silencieux. Moi, je le lance à partir de 8h30 jusqu'à 19h. Et beaucoup de personnes me disent bah ouais, mais comment tu fais pour ta première tonde? T'es obligé de garder une tondeuse, etc. main et tout. Pas du tout. Eh ben non. Moi, à la fin de la saison d'hiver, je commence à lancer mon robot. J'ai des herbes de 20-30 cm et le robot, il y va. Hein. C'est Warrior. Bon, alors, il va le faire en plein de fois. Tu remontes un peu la hauteur de coupe. Bien sûr. Ouais, tu remontes la hauteur de coupe. Voilà. Et puis tu baisses petit à petit jusqu'au. Mais t'as pas besoin de t'en occuper. Parfaite. Et ouais, moi, c'est. Non, c'est clair. Non, il va, il se débrouille. Et est-ce que tu le mets en hivernage et tout? Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, oh là là, faut le rentrer, faut l'envoyer carrément, chez Husqvarna, chez le concessionnaire Husqvarna, parce qu'il y a de l'entretien, il y a machin. Ça fait absolument jamais rien fait. Ouais, ça fait 4-5 ans que moi je l'ai. Il crèche dehors. Il est sur sa station, la station elle est toujours branchée. Alors moi j'avais acheté, c'est par contre le petit carport. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi je lui ai fait un petit abri fait maison. Et merci, puis voilà, au revoir, c'est bon quoi. Si de temps en temps je le prends, je mets un coup de soufflette pour virer toutes les herbes séchées qui ont pu sécher et accrocher. Mais moi j'ai changé juste là, je viens de changer ces jours-ci le petit roulement là du moteur de coupe. Qui est au niveau du plateau, qui à force de frotter sur 2-3 trucs, j'ai un petit cache qui s'est usé, le roulement était à l'air libre et il sifflait un petit peu. Je l'entendais, il faisait plus de bruit que d'habitude, et donc en fait c'est le roulement qui du coup était plus étanche, et voilà, ça vaut, j'ai payé ça 11 € je crois, sur une boutique qui fait ça avec le petit cache en plastique. Pareil, j'ai eu pour une petite 20aine d'euros livré, voilà, j'ai changé les pièces et c'est non, reparti, j'ai même pas eu à besoin de changer. Moi, tout ce que j'ai changé, c'est le plateau qui tient les lames. Pareil, je l'ai changé avec ça et je l'ai payé 8 € je crois. Parce que les lames, en fait, c'est des lames qui sont sur une vis et la lame tourne en fait. Et moi, le problème, c'est que je le laisse tellement y aller comme un bourrin. Moi, mes lames, elles sont souvent défoncées, voire elles ont tellement tourné qu'elles ont bouffé la vis. Et donc, quand j'essaye de les dévisser, la vis casse et je me reste avec le petit bout de vis dans la platine en plastique. Ça m'est déjà arrivé de sortir la Dremel pour refaire un pas de vis pour essayer de virer. Au bout d'un moment, j'avais des traces de Dremel sur tout le plateau. Je l'ai déjà changé, quoi. Mais ouais, et puis étonnamment, ça coûte pas une fortune les pièces justement là d'usure là-dessus. C'est pas cher du tout. Vous me tentez. Et même les lames, hein. Moi j'achète des lames génériques sur Amazon, soi-disant revêtement titane, je sais pas quoi. Vous achetez le paquet de 30 lames parce qu'il y a 3 lames sur le robot. C'est livré avec les vis et tout. Moi je les change même limite tous les 15 jours pour avoir vraiment des lames. Ah ouais, t'es un fou furieux. Non, normalement c'est tous les mois et je peux te dire que moi il fait quasiment 2 mois avec les lames. Ninja du jardin. Ouais, mais tu le vois en fait. Moi j'ai des petites dalles en béton, des endroits où parfois ça peut frotter un peu dessus. Enfin, ce qui fait que mes lames s'usent peut-être un peu plus vite que la normale. Mais du coup, je le vois en fait. De temps en temps, je regarde et dès que je vois que les lames sont complètement émoussées ou tordues ou ébréchées, voilà, tu changes les lames, ça coûte tellement. Ah ouais, non, ça coûte rien par rapport aux lames Husqvarna. Et tout de suite, on le voit, la qualité de coupe est bien meilleure. Quoi. Candide, vous n'avez pas parlé. Par contre, il faut un jardin clôturé pour que pas qu'il se sauve du jardin. Alors, j'allais y venir. Mais pas du tout. Non, pas clôturé. Non. Alors, en fait, tu l'achètes logiquement avec un kit
pour entourer ton jardin avec un fil. D'accord ? Ce fil, c'est un bête fil de métal électrique. C'est du multibrin, du tressé à l'intérieur. Ouais, il est un petit peu plus blindé, je crois, pour résister un peu plus en extérieur. Ouais, mais non, c'est de la merde. J'y viens. Ouais. Donc, on fait le tour de son jardin. Suivant la taille de ton jardin, moi, un jardin de 2000 m², ça m'a pris une après-midi. D'accord. Voilà. Ouais, pareil. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, tu peux te le faire installer par le revendeur, si tu veux. Ils ont une machine qui va même enterrer le fil de quelques centimètres. Moi, j'ai simplement posé, mis les petits plots en plastique qui vont fixer le fil au sol. Ces petites sardines. Voilà, une sorte de sardine. Au bout de 2 ans, ton fil, tu le vois plus, quoi. Même pas. Au bout de quelques mois, déjà, tu le vois plus. Hein. Alors, par contre, il s'est ancré dans la pelouse. Je vous déconseille d'acheter le câble qui est fourni, qui est proposé avec Husqvarna pour les packs, etc. Acheter les sardines sur AliExpress ou Amazon, ça coûte rien. Moi, je n'étais que emmerdé. Alors, soit le terrain avait bougé, soit les rongeurs avaient grignoté, soit la corrosion avait bouffé la gaine plastique. Ce qui fait que ça faisait des micro-coupures. Le robot pensait qu'il y avait une coupure, mais en fait, la coupure n'était pas assez franche. Et donc, au détecteur, je n'arrivais pas à le détecter. Moi, quand je faisais des reprises de saison, c'était évident que j'avais au moins 2-3 coupures. C'est pas ton chien qui peut gratter. Non, parce qu'au final, il était enterré. Et moi, j'ai. Vas-y. L'année dernière, en fait, tellement j'étais désespéré, j'étais sur un site un forum qui parle beaucoup des Husqvarna. Et en fait, tous passent au fil de cuivre en 1,5 mm². Et depuis un an, j'ai ça. Le fil est beaucoup plus rigide, c'est du monobrun. Alors, il vaut mieux prendre une couleur foncée pour éviter le noir, parce qu'il y a des pigments anti-ultraviolets. Moi, à l'époque, il n'y avait plus de noir, donc j'ai pris du vert et jaune de terre, en me disant au moins ça se verra moins. Les coups de bêche aussi de ma femme. Coup de bêche, ça. Tiens, c'est ce que je voulais te dire, c'est que ce soir, ma femme, là, à 19h, elle passe un bon coup de rotophile partout, parce que oui, c'est un bon complément, un petit rotophile. Moi, j'ai un petit rotophile sur batterie, parce qu'il y a évidemment, il y a toujours des petits endroits, des petites finitions à faire. Un robot fait pas tout parfaitement partout dans les petits recoins. Et elle rentre tout à l'heure en me disant, j'arrive pas à relancer le robot, il est planté, il me met error boucle ou un truc comme ça, je sais plus, quand le fil est coupé, ce qu'il te met. Error boucle, c'est ça. Et effectivement, elle avait passé un coup de rotophile à un endroit où le fil était encore apparent. Ouais. Donc heureusement, je l'ai retrouvé facilement. Et voilà, il y a des petits dominos de fournis avec. Ouais, mais ça c'est pas trop grave quand on sait identifier effectivement rapidement. Ouais, voilà. Mais vraiment. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand il est coupé et que tu sais pas où il est coupé. J'ai eu le cas aussi une fois. Et il a fallu. Alors, ils te vendent un appareil exprès, un espèce de traceur là tu repères ton point de coupure. Mais j'ai trouvé une super technique sur un blog. Une radio en longue. Une vieille radio. Voilà. Moi, je faisais ça au début et j'ai trouvé en fait l'appareil. Et ça marche top. L'appareil que vend Husqvarna, je l'ai trouvé sur Amazon à 15 €. Alors que Husqvarna le vend 200 balles. Putain. Ça, c'est autre chose. Pour revenir au fil électrique, pour info, 100 m² coûte 5 balles. 100 m², 100 mètres linéaires. Moi, j'ai acheté 400 m² pour boucler mon terrain. Ça m'a coûté 50 balles. La boîte chez Husqvarna, c'est 400-500 balles. 200 balles. Ouais, un peu moins. Le fil et les plots. Le fil et les plots, j'ai payé un truc comme 250 balles. Il faut vraiment se concentrer sur le prix du robot et prendre un bon produit. Et après le reste, ne pas se prendre la tête avec les accessoires. Carrément. Ouais. Et en fait, moi, le robot, je l'ai acheté sur un site sur le net, je sais plus quel site, Robot Expert, où il y en a plusieurs, qui est vachement bien coté. J'avais un peu peur au début, vu le prix du bestiau, et finalement, aucun souci. Moi, j'ai des potes qui l'ont commandé là-bas aussi, et franchement, ça le fait. Tout le monde dit, ouais, mais comment tu fais quand t'es en panne, tu peux pas aller chez Husqvarna et tout. Clairement, t'y vas, ça se passe quand même pas si mal que ça. Et clairement, j'ai économisé un truc comme 400 balles, je crois, sur l'achat du robot. Chose que si vous alliez en magasin, tu le payais le prix fort. En plus, tu te tapes certainement le prix de l'installation si tu veux te le faire installer. Qui, suivant la configuration de ton jardin, ils te prennent parfois 400-500 balles pour l'installation. Alors, il y en a certains qui t'offrent ça avec l'achat du robot, mais si de toute façon tu payes 400 balles plus cher que quand tu l'achètes sur le net. L'installation, pour tout dire, j'ai écouté. Ouais, franchement, c'est enfantin.
Et j'y suis allé pour acheter justement un Husqvarna et le modèle que je veux, il n'est plus disponible, celui qui était le plus vendu. Ah J'ai bah des voilà. problèmes de pente. Parce qu'il a certainement une puce dedans pour laquelle on est en rupture Non, dans le c'était monde juste entier. le modèle. Je pense que c'est le Peut-être. modèle le plus standard par rapport aux surfaces. Ouais, et regarde les works. Hein. Moi, j'ai regardé parce qu'on a une partie du jardin, la partie côté potager, où j'ai un tout petit couloir où mon robot, il faut que j'arrive à bricoler pour qu'il puisse y aller. Mais je me posais la question plutôt, vu que ça risque d'être compliqué, d'acheter un deuxième petit robot à pas cher. Et les works font les bordures. Et les works, là, il y a des petits. petits. Puis il y a des petits modèles à pas cher sur Amazon. Oui, non, mais j'ai comme 700 mètres carrés. Et en plus, j'ai de la pente. Bon, moi, en tout cas, par rapport à tous ces modèles-là, comme vous avez déjà équipé, et vous avez parlé de votre expérience, j'ai cherché un petit peu et je suis tombé sur un projet non pas d'aspirateur, mais de robot tondeuse qui, en fait, tond sans devoir mettre de fil. Donc, ça résout votre problème de fil. Ça résout vos problèmes de câbles. Ça résout vos problèmes de corrosion. Alors, ça s'appelle Toadi. toadi.com. Donc, je suis tombé sur une vidéo, c'est plutôt un test parce que le produit n'est pas encore commercialisé, sauf que si depuis la préparation, ils le font. Ça fonctionne comment? En fait, c'est un robot avec des yeux, des petites caméras. Il est très joli. Vous allez vous promener dans le jardin, donc en configuration, vous allez vous promener dans le jardin, il va vous suivre. Et en faisant ça, en fait, il va cartographier le jardin. Et ce qui va permettre, en fait, au robot après de se débrouiller tout seul et d'identifier s'il y a des arbres, s'il y a des passages, il y a des choses comme ça. Il est plutôt annoncé pour. Alors, j'ai pas vu de vrai test. Hein, c'est juste une présentation du produit. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut réellement en termes de coupe et de fiabilité par rapport au fait qu'il n'y ait pas de fil. Moi, je sais que pour l'instant, je l'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas parce que j'ai des trous aussi dans le jardin. Enfin, je peux pas le retrouver dans un fossé. Bref. Il est pas donné quand même. Hein. Non, c'est assez cher. Hein. 3 000 € de base, 3 600 € le pro, le normal 2400 mètres carrés, le pro 4000 mètres carrés. Je pense que c'est vraiment un petit plaisir de geek, vraiment un petit truc pour se faire plaisir. Enfin, un petit truc. Ça peut être pas mal. Pour se faire plaisir comme ce dont tu vas nous parler à la fin de l'épisode. Oui, ça peut être ça aussi. Mais c'est vrai que tu as raison. Enfin, l'avantage d'avoir des caméras, un peu comme on a parlé des robots aspirateurs maintenant qui ont cartographie et tout, c'est clairement un avantage. Hein. Là, il pourra justement peut-être celui-ci vérifier et voir que t'as des. D'ailleurs, il y a d'autres modèles qui le font. Je crois que c'est les Works où t'as un petit module que tu rajoutes sur le dessus, une espèce de module radio où il va détecter que tu as j'ai vu ça, des objets qui traînent ça. Et tout, et il fait le tour. Ouais, et il passe à côté, quoi. Non, mais bref, ça évolue pas mal. Aujourd'hui, c'est fonctionnel. Ça évolue pas mal. Alors, le Toadi, c'est plus là, c'est vraiment la petite pépite, mais c'est cher et je suis pas certain pour l'instant. L'idée est pas mal, mais je ne sais pas si c'est vraiment fiable dans la durée. Peut-être pour un bon, on verra bien. Ça, c'est comme tous les produits un peu de start-up, malheureusement. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Bon, moi, je fais toujours ma pelouse, donc je fais de l'exercice et après j'ai chaud. Et pour finir sur les robots rapidement, tu regardes aussi Carrefour à... Pardon, je te coupe dans ta transition, dommage, mais regardez, Carrefour a sorti un petit robot à moins de 300 balles, à 299 € qui pareil fonctionne très bien. Et vous pourrez effectivement regarder votre robot tondre le cul dans l'eau. Dans la transition. Voilà pour la transition qui était complètement foirée. Merci Antoine. Donc Gaëtan, tu disais qu'après avoir tondu, tu étais fatigué, tu voulais profiter de ta piscine, de ton spa. De mon spa, de ma piscine, etc. Bon, piscine non, mais spa oui. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on trouve dans les jardins, des spas, alors des spas gonflables, des spas semi-gonflables, des piscines tubulaires, on en voit partout maintenant, ou des piscines enterrées, etc. Et tout ça, ça demande un peu d'entretien, un peu de suivi, un peu de contrainte. Et c'est pas parce qu'on gagne du temps à ne plus tondre qu'on va perdre du temps à se prendre la tête à surveiller sa qualité d'eau, à essayer de régler au plus juste son pH, pH+, pH-, taux de chlore, etc., etc., etc. Et pour ça... Et encore, si tu savais, il y en a encore plus des conneries comme ça. Et pour ça, il existe également des solutions qui sont... on l'a mis dans la case domotique, mais qui vont faciliter la vie. Et Julien, je pense que tu as un produit que tu vas nous proposer. Donc effectivement, c'est quelque chose que j'ai testé l'année dernière, puisque toujours pareil, les grosses chaleurs arrivent. L'année dernière, j'ai craqué pour une piscine
hors sol, donc tubulaire. Et puis j'avais dit tiens, il faudrait domotiser ça forcément, hein. Quand je dis domotique, c'est forcément se simplifier la vie. Alors c'est IoPool, c'est un produit français que j'avais rencontré sur les salons la French Tech. C'est le principe de je n'y connais rien, dis-moi ce qu'il faut faire. Parce que Gaëtan l'a dit, hein, les piscines à en entretenir, c'est l'enfer. On pense toujours au pH, avoir un pH 7, etc. Mais pas du tout. En fait, il y a des gérer le basique, le acide, etc. Enfin, je sais même plus tellement. Il y a de produits différents que l'on peut rajouter dans la piscine pour avoir une bonne eau. Là, en fait, le IoPool va effectivement dire ce qu'il faut faire, ce qu'il manque comme produit, si c'est déséquilibré, etc. Et bien sûr, ils vendent pas que le IoPool, le capteur, ils vendent aussi ensuite tous les produits. Donc on peut directement commander directement via l'application les produits avec le bon dosage, etc. Alors on me dirait, ouais, mais pourquoi acheter ces produits-là ? Très clairement, par rapport à toutes les autres vidéos, parce qu'avant de commander ce capteur-là, j'ai aussi regardé, il y en a beaucoup qui ont fait le test, acheter des pastilles de chlore, des grosses pastilles de chlore au supermarché qui coûtent pas cher, versus les petites pastilles de chez IoPool qui sont plus concentrées, de meilleure qualité. En fait, la pastille se dissout beaucoup plus vite, donc ça fait effet plus vite, etc. Donc, on va peut-être payer le produit peut-être un peu plus cher, mais toujours pareil, avec une qualité, une concentration un peu meilleure. Donc voilà, là, c'est vraiment le truc zéro prise de tête. Là, c'est la piscine, on en profite, point barre. Le tout, c'est juste d'anticiper un petit peu les produits qu'on doit avoir en stock. Alors, la base, on l'a toujours en stock. Et puis, ça décompte tout simplement les produits. Tiens, je dois mettre une pastille. Tu me dis de mettre une pastille. OK. Et j'ai 500 pastilles dans mon stock. Il me décrémente automatiquement les pastilles et tout. C'est top. Vraiment, j'ai pas d'autres trucs. Alors, je sais qu'il y a sûrement d'autres sondes connectées qui existent sur le marché. Je sais que Cédric de Maison et Domotique, lui, avec sa piscine, en a testé tout plein. Mais voilà, IoPool, le seul petit bémol que j'aurais, c'est qu'elle fonctionne en Bluetooth. Ça ne fonctionne pas, c'est pas connectable avec autre chose. J'aurais aimé avoir le résultat stocké sur ma domotique et tout. Il y a une passerelle Bluetooth vers Wi-Fi qui existe, donc ça évite de sortir son téléphone à 5 mètres de la sonde. Mais si c'est pour ne pas pouvoir récupérer les informations hors de l'application, je voyais pas l'intérêt d'équiper ça, quoi. Ouais. Et donc, en regardant ça, parce que moi, c'est pas la piscine, c'est le spa. Donc, je suis équipé depuis le début de la saison. Et pareil, je regarde un petit peu ce qu'il y a dessus. J'ai d'autres sondes, pareil, françaises aussi qui existent, notamment une que j'ai repérée, c'est la ICO, qui propose le même type, propose le même type de fonctionnement. Alors, elle propose pas les produits. Elle va plus analyser et dire ce qu'il faut mettre dedans en quantité. Par contre, elle est prévue pour piscine. Pour piscine, je vais arriver, pour spa. Par contre, elle fonctionne en Wi-Fi. Mais elle est plus chère. C'est pas celle qui ressemble à un aileron de requin. Non, ça n'est pas encore. Non, c'est Flipper qui ressemble à un aileron. Qui n'existe plus. Je pense que c'est pas l'aileron de requin. Il y en a une qui la société n'a pas donné suite. Et donc, ce produit-là, il est un peu plus gros. Non, ça ressemble plus à une, comme une noix. Non, pas une noix. Une noisette. Non, pas une noisette. Bon, on s'en fout. Tu vas y arriver. Un truc qui est émergé. Alors, le IoPool est à 199 €. Donc, c'est ce que le produit t'a présenté. Là, on est à 399. Donc, on est un peu plus cher. Et elle a la même particularité que IoPool, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous devez quand même changer les capteurs. Les capteurs qui sont dessus. J'en ai pas parlé. Les capteurs qui sont dessus ne sont pas ad vitam aeternam. Donc, vous devez remplacer tous les 2 ans ou 3 ans, un truc comme ça, les capteurs. C'est quoi, le chlore qui les bouffe, peut-être ? C'est les capteurs qui ont une durée de vie de toute façon. Alors, je précise quand même que à 199, c'est un kit IoPool. Tu as la sonde, mais tu as aussi un certain nombre de produits qui sont inclus, comme du chlore, du pH+, du pH-. Donc déjà, la base, c'est ce que tu dois avoir de base pour entretenir ta piscine. Oui. Donc, tu as déjà un certain nombre de produits avec IoPool. Je sais pas moi, ce que je cherche, c'est tout, c'est l'entretien l'oxygène active.
Oxygène actif, pas actif d'ailleurs. Ah oui. Et sauf qu'il n'y en a aucun qui le font. Ils le proposent, mais en fait, ils en parlent, mais je vois pas jamais le truc de l'autre côté. Bon, bref. Voilà, donc vous avez d'autres... Et tu sais si c'est connectable après, il y a des API et tout? Pour ICO? Ouais. Je crois que oui. Alors, c'est des tests. Je crois que d'ailleurs, Cédric avait fait un test dessus, sur ce produit-là. Cédric, je te dis, il a tout testé, Ouais. les trucs. Et en fait, quand on allait sur les salons, à chaque fois qu'il y avait un truc de piscine, il y allait. Ça me faisait rire d'ailleurs. Je pense. Mais c'est vraiment plein boom, hein. Cette année-là, moi je me suis un peu plus intéressé au secteur de la piscine là parce que on a un projet piscine aussi, bon qu'on fera pas cette année je pense, mais on a effectivement comme toi, Julien, acheté une piscine tubulaire un peu plus grande que ce qu'on avait avant, du moins pour les enfants. Donc j'aimerais bien m'équiper d'un truc comme ça. Ça me fait évidemment envie. Mais du coup j'ai regardé un petit peu et effectivement il y a plein de modèles cette année, c'est en train vraiment d'arriver. Par contre ça reste des produits quand même vachement chers quand tu regardes. Quand tu vois que c'est quasiment le prix de ma piscine en fait pour certains trucs, donc ça fait un peu mal, voilà, de sortir. Là je vois un truc, là je vois Cache Piscine, je crois que c'est une sorte de chaîne un peu qui fait pas mal de piscines, enfin qui vend du matériel de piscine en France et a priori ils ont des modèles, hein, je crois même qu'ils ont un modèle à eux a priori. Enfin ils doivent distribuer un modèle sous leur marque et voilà, c'est tout de suite des trucs à 300 € quoi. Donc ça pique un peu quoi. C'est vraiment du produit de luxe hein, comme une piscine. Ah bah ça, le Iopool reste ça intéressant reste parce que c'est le moins cher et en plus il a son kit de ouais. Non mais c'est en ça ou combien ça vaut combien il vaut celui-ci? Le Iopool 199. Ouais, ça va. Franchement, avec les produits de bonne qualité, je disais, il n'y a pas trop de soucis. Je suis sur le site de Cédric qui avait testé le ICO. Pas d'API actuellement, alors à date du test, et il faut bien sûr une couverture Wi-Fi autour de ta piscine. Ouais, mais ça avec c'est ça aussi, hein. Bien sûr. Un routeur Wi-Fi, j'ai tout ce qu'il faut. Sûr. Ah, tu bombardes le... Ouais, moi ça marche plutôt bien. Non, ça marche bien. Bon. Bon voilà, donc il y a plusieurs produits. Regardez un peu ce qu'il y a. Next, sujet suivant. Bon, on a fait, je pense, presque le tour du jardin. La piscine, tu te baignes pas dans le noir. La piscine. Bah non, tu te baignes. Il te faut des belles lumières. Donc on va juste parler un petit peu des différentes lumières extérieures. Alors, on a déjà beaucoup parlé de Philips Hue, hein, forcément, ça reste quand même la référence. Moi, par exemple, j'ai un bandeau Hue extérieur 5 mètres, donc c'est flexible 5 mètres, qui donne un effet lumineux magnifique. Les lumières de façade, forcément. J'ai des ampoules Ikea sur la terrasse aussi, sur les appliques. Ça coûte pas cher. Au moins, j'ai pu en mettre à l'extérieur. J'en avais 4 à mettre. Donc voilà. Et il y a 2 ans, j'ai fait une terrasse et j'ai décidé de mettre des spots connectés. Et alors, j'ai trouvé un truc sur Amazon. C'était vraiment pas cher. Des spots de terrasse. Ah, tu m'intéresses. Pardon, ça t'intéresse, hein? Je vais te donner justement. J'allais te dire, je vous mettrai le lien pas dans les commentaires, les liens sur le site Tech Café si ça vous intéresse. Franchement. Par rapport au nombre de spots, c'est vraiment pas cher, parce que c'est ça aussi, hein, quand on a beaucoup de spots, après ça coûte cher. Le seul souci que j'ai, c'est la connexion Wi-Fi. Moi, il est pourtant à côté de la borne Wi-Fi, et c'est assez capricieux. Alors, je sais pas si c'est lié à l'application Magic Home, parce qu'on utilise Magic Home, c'est une sorte de standard, un peu comme Tuya, etc. Mais voilà, on peut trouver des choses pas chères. C'est quelle taille de spot à peu près? Ah, tu vas me faire chercher. Non, mais c'est des petits. Non, mais en diamètre. Mais c'est des petits ou c'est des gros? Enfin, c'est des c'est du. C'est des petits. C'est tout petit. C'est des genre petits, du 4-5 cm même pas. Ouais, de mémoire, c'était ça. Alors, c'est ce que j'ai installé aussi. Trouvé, c'est 45 de diamètre exactement. C'est ce que j'ai installé également. En IP67. Moi, ils sont pas domotisés, mais j'ai juste rajouté une prise Z-Wave. C'est ce que j'allais te dire, ouais. Et alors, pour la petite anecdote, j'avais pris ça chez Leroy Merlin. Ils proposaient le produit, sauf que ce produit, finalement, n'est pas prévu pour l'extérieur, même si c'est vendu pour. Ce qui fait qu'au bout de moins d'1 an, le truc avait déjà glashé. Enfin, j'ai eu plein de problèmes. Et j'ai remplacé par un truc que j'ai trouvé sur Amazon, déjà moins cher, et qui tient la route depuis maintenant 3 ans. Comme quoi, bon. Bah, moi, j'ai branché...
moi j'ai branché comme toi une prise connectée Philips Hue, la prise connectée qui est pas faite pour l'extérieur non plus, hein, mais elle est dans un regard en béton. C'est dans un donc, boîtier dérivation étanche. Elle va attaquer sa deuxième saison là et ça fonctionne impeccable. Hein. Donc ça peut être. Mais effectivement tes spots là, pourquoi pas. Moi je pensais, là, vu que je suis en pleine construction de terrasse là, je pensais m'intégrer des spots et effectivement j'ai trouvé ce que tout le monde met a priori, des tout petits spots là, plus petits que ce que tu mentionnes. Hein, a priori, je sais pas, ils doivent faire 1,5 cm de diamètre. Oh, ça fait vraiment petit là. Tu vas pas beaucoup éclairer. Ouais, mais non, apparemment c'est fait des petites LED vraiment. Là c'est plus décoratif, hein, c'est pas de l'éclairage. Hein, c'est vraiment. Oh, mais de toute façon, c'est ça. Ouais. Mais moi je pensais les rebrancher. Ils sont tous connectés les uns aux autres. Et puis je pensais les remettre sur une prise connectée comme j'ai déjà fait. Donc à voir. Non, mais il faudra que tu nous mettes le lien, ça m'intéresse. Ouais, ça marche, je vous mettrai ça. Après, dans les produits divers et variés, moi on va pas refaire tout ce qu'on a, mais j'ai une lumière un spot Philips Hue. Alors c'est une sorte de bandeau blanc, enfin ça fait un carré blanc, qui en fait est multi couleur. Donc c'est une lumière plutôt diffuse. J'installe ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Regarde, en même temps que je vous dis, je vois ta tête qui est un peu dubitatif. Ouais, ça fait un format un peu plus grand qu'un smartphone en fait. Ça fait un plus grand, plutôt un format iPad. Ouais, en surface. Ouais, voilà. Surface de. Je sais plus comment il s'appelle ce luminaire, mais c'est un truc que par exemple que t'installes au-dessus d'un garage. Moi, j'ai installé sur ma terrasse derrière. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'intérêt déjà, ça te permet d'allumer ta terrasse. Enfin, ça, c'est super. Éclairé. Mais également de jouer avec les ambiances et des couleurs. C'est-à-dire qu'avec selon la soirée, selon le monde que vous avez, si vous êtes en début de soirée, fin de soirée, vous pouvez jouer sur l'effet lumineux, ce qu'il propose Philips Hue, mais ça marche super bien. J'ai le spa aussi qui est sur la terrasse. Quand je vais dans le spa le soir, je me mets un petit truc ambiance bleue. Pardon, j'appuie sur le mauvais bouton. Oh là. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Tu passes dans une grotte. Ouais, excusez-moi. Tu passes dans un tunnel. T'es rentré dans le confessionnal. T'es dans le confessionnal. Et donc, une petite ambiance bleue légèrement tamisée, ça rend super bien. Il est profond ton spa, dis donc. J'étais étonné de la qualité du rendu de l'ambiance lumineuse, alors qu'il n'y a qu'un seul produit. Et j'ai pas retrouvé le nom. Mais moi j'ai vu ce produit-là dont tu parles effectivement, parce que j'ai regardé un petit peu ce que je montrais, je pense au-dessus de mon garage, et moi j'ai vu des mecs qui l'utilisaient, qui détournaient un petit peu l'utilisation, notamment il y a une appli là, une appli tierce là qui permet de faire clignoter un petit peu tes Philips Hue quand tu balances, ça interagit en fait par exemple avec Spotify et autres. J'ai vu des mecs qui faisaient espèce de boom sur leur terrasse avec des lumières qui clignotaient synchronisées sur la musique. Ça fonctionnait pas mal. Et j'ai vu d'autres gens aussi qui synchronisaient par exemple toutes les lumières connectées, que ce soit sur leur terrasse, sur leur façade de maison ou autre. Si l'alarme se déclenchait par exemple, tout clignote en rouge. Alors les spots alerter que moi j'ai installés, ils sont RGBW. Donc c'est-à-dire que j'ai toutes les couleurs plus le blanc. Donc la plupart du temps ils sont plutôt en blanc. Mais tu mets la couleur que tu veux pour l'ambiance et via l'application, tu peux mettre synchroniser par rapport au son du micro du téléphone. Mais bien sûr, pilotable avec la domotique comme assistant, etc. Tu choisis les couleurs et tout. Quoi. Ouais. Non, il y a moyen de effectivement faire des petits scénarios. C'est la Philips Hue Welcome. Extérieur Welcome. Ok. Voilà. D'accord. Mais qui n'a pas de détecteur, on peut ajouter en plus moi, un j'ai petit pas de détecteur de présence extérieure. Qui en plus peut s'allumer quand vous arrivez. Je l'ai avec ma porte décidément. Ah, t'es retombé dans ton spa là. En fait, j'ai posé un truc qu'il fallait pas. Et moi, je l'ai connecté avec le détecteur de porte de terrasse. Donc, quand j'ouvre la porte de terrasse le matin ou le soir et qu'il fait nuit, ça va s'allumer pendant 3 minutes, un truc comme ça. Temporisation. Et moi un exemple pendant qu'on est dans les automatisations d'extérieur, moi dans le même genre, moi c'est ma caméra Netatmo qui quand elle détecte une présence la nuit et donc elle s'allume et en plus du coup elle allume tout autour de la maison les luminaires, j'ai le bandeau comme toi, le bandeau Philips Hue d'extérieur là de 5 mètres, j'ai un spot au pied d'un palmier et tout, enfin voilà tout ça s'allume et quand sera éteint le spot de la caméra Netatmo, tout sera éteint avec, donc voilà. Tout ça via un scénario tout simple. Ils doivent être contents la nuit, tes voisins, avec les chats, les hérissons. Ben ouais, effectivement, ça déclenche un peu de temps en temps, donc tant pis pour eux. Ils se font flasher, c'est le hérisson qui se fait flasher en fait.
C'est ça. Mais ça court très vite, hein, hérisson. J'ai quelques petites vidéos là que j'ai récupérées récemment là. Et pour l'histoire un peu malheureuse d'ailleurs, et ça peut faire une transition d'ailleurs à d'autres utilisations de jardins connectés. Je me suis fait moi bouffer mes poules la semaine dernière. Alors j'ai pas un poulailler connecté, mais sur les caméras, on a pu s'apercevoir effectivement en découvrant avec horreur l'état des poules dans le poulailler la semaine dernière. En allant les nourrir qu'elles s'étaient fait bouffer, et sur les caméras du coup on a recherché, et effectivement en pleine nuit on a vu alors 2 gros chiens qui se sont baladés, qui sont rentrés dans le jardin, qui ont a priori défoncé le grillage du poulailler, et manque de bol, enfin pas pour elle, on a vu une fouine 1 heure après qui s'est baladée dans le jardin et qui dû profiter du trou dans le grillage pour rentrer pour s'en donner à cœur joie pour nous décapiter nos poules. Voilà. Et donc, ce qui m'amène, effectivement, je pense, donc je n'ai plus de poules pour le moment, je vais en reprendre, et je pense que je vais domotiser un peu plus le truc. Donc, à voir comment, hein, ça m'intéresse si vous avez des bonnes idées. Je sais que certains blogueurs domotiques ont déjà connecté leur poulailler, notamment Aurélien de Domoblog. Aurélien, voilà. Et puis, on en avait parlé lors de la préparation. C'est tout à fait. Je ne sais plus. On le mettra le lien. Il y a des poulaillers connectés avec un poulailler connecté où il filme même directement l'endroit du nid des œufs pour savoir s'il y a des œufs, etc. Il y a des projets fous. Moi, je dois refaire un poulailler parce qu'il est parti en lambeaux. Je pense que je vais en faire un, et je vais prévoir peut-être pas la porte automatique, parce que moi les poules elles sont en liberté toute la journée. Moi elles étaient en liberté dans leur enclos grillagé, enfin il y avait aucun souci pour que des animaux puissent rentrer, mais je pense qu'en plus à l'intérieur elles ont leur petite cabane, je pense que en plus par sécurité je pense que je vais mettre une porte connectée. Une porte automatique, il faudra juste qu'elles apprennent bien le rythme effectivement. Ouais, mais ça, normalement, ça y va bien. Ou alors, tu mets un détecteur de présence dans... Exactement. Je pense que c'est... au niveau du pondoir, hein, c'est ce qu'a fait Aurélien sur le Domoblog. Capteur de température, même qui, quand la température remontait, ça signifiait qu'une poule était là au pondoir. Et si elle est là au pondoir, en général, elle est là pour pondre et il y a un œuf. Donc voilà, il y a plein de petites automatisations comme ça qu'on peut détourner, et ça vous fait une alerte dans votre système de domotique. Paf, il y a un œuf. Voilà. Et paf, l'œuf. Ça peut... Non, pas fluff, on dit paf pastèque. Donc le poulailler, ça reste des beaux projets aussi. Alors si vous... Ouais. Ça reste vraiment de la petite bidouille de geek. Hein. Enfin, c'est vraiment du bonus. Comment dire du bonus. Voilà, c'est vraiment pour le fun. Ouais, c'est toujours sympa aussi de dire j'ai une poule connectée. Ouais, et puis tout le monde se fend la gueule et te regarde de travers quand tu expliques que tu veux connecter ton poulailler. Ouais, ça... On prend un peu pour un barge. Ça, c'est un peu comme on nous regardait il y a 10 ans quand on disait... on essayait de faire fonctionner Sarah, si vous avez connu Sarah avec un Kinect, et on disait, mais pourquoi tu parles à un ordinateur, quoi? Et maintenant, on parle à nos assistants Google. À nos montres. Et c'est clair. Nous ne sommes pas fous, nous sommes précurseurs, c'est différent. Les poulets, tu les as fait cuire quand même? Mais même pas, ça m'aurait fait mal de les bouffer, les pauvres. Hein. Ouais. Elles étaient pas belles. Hein. Pas belles à voir. Au barbecue. C'est une transition encore. Transition. Ah, tout à fait. Bravo Gaëtan, maître des transitions. Ah, je l'ai pas vu venir. Donc effectivement, on avait prévu une petite partie, alors toute petite partie, puisque le barbecue fait partie du jardin et de la terrasse. Et dans les objets connectés, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. La côte de bœuf connectée. La côte de bœuf connectée, alors presque. Non, il y a un petit accessoire qui existe, la sonde de cuisson connectée. C'est Weber qui fait ça, a priori. Hein. De ce que j'ai compris, c'est plutôt un truc qu'on pique dans la viande. Faut être amateur vraiment de grosses viandes rouges. Hein, donc désolé pour les non amateurs de viande. Ils vont pas, ça va pas trop les intéresser. Mais effectivement, ce truc, c'est une sonde qu'on plante dans la viande, qui est connectée. Alors je crois que c'est du Bluetooth. Hein, c'est un peu le même principe que les analyseurs de piscine. Là, c'est pas un truc qu'on va pouvoir, je pense, interfacer dans une domotique. Dans un système de domotique, c'est un truc qu'on retrouve plutôt via leur application. Ça permet de suivre la température à cœur de la viande. Je pense vraiment pour les amateurs de grosses pièces de viande et tout, quoi. Ça peut être un plus. Moi, c'est pas trop mon cas forcément, donc c'est pas un truc, je pense, qui
qui m'intéresserait plus que ça. Entre Je la sais pas vous. préparation Mais... et maintenant est sorti un nouveau barbecue de chez Weber, le Genesis 2, qui est un barbecue à gaz, et c'est un barbecue présenté comme intelligent. Bon, ça vaut 2000 balles. Et ça veut dire quoi, intelligent? En fait, il intègre tout simplement le comment ça s'appelle, la sonde dedans. Donc, compte à rebours numérique en temps réel de la température et la cuisson des aliments sur votre téléphone et votre barbecue. Recevez des alertes lorsque les aliments ont atteint leur degré de cuisson désiré. Faites cuire le steak parfaitement à point, avec une surveillance des aliments en temps réel. Bon, bref, c'est plus du barbecue. Si ça crame pas, c'est pas du barbecue. Ah non, une bonne côte à l'os, Seigneur. Oui, non mais quand je dis ça crame pas, c'est parce que oh merde, j'ai trop fait cuire. Pastis de trop. Donc voilà, c'est juste en fait la sonde de ce que j'ai vu. En fait, c'est cette sonde-là qu'ils ont réintégrée dans la structure du barbecue. D'accord. Avec un écran digital. Il y avait d'autres produits de ce type-là au CES 2019, enfin au French CES à Paris. Moi, j'avais rencontré une équipe French Tech qui proposait ce genre de produit-là. Malheureusement, avec la préparation, je n'ai pas retrouvé le nom de la compagnie et du produit. Est-ce qu'ils ont réussi à financer leur produit, à le distribuer ? Je ne sais pas, mais en tout cas, depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, ils sont peut-être plus sur le marché. Alors, s'ils le sont encore, n'hésitez pas à nous le dire si vous savez de quoi je parle, mais très honnêtement, plus moyen de remettre le nom dessus. Moi, je sais que la sonde de cuisson, c'est pas un truc qui me branche pour le barbecue. Alors, pour la côte ça n'a pas un intérêt phénoménal. Vous mesurez l'épaisseur de la côte, vous transformez le nombre de centimètres en nombre de minutes par face. Votre côte fait 7 cm, 7 minutes de chaque côté, et c'est parfait. C'est vrai? Et ça marche nickel. C'est tout con à retenir, et ça fonctionne nickel. Et alors, il va juste falloir un mètre laser pour mesurer le nombre de centimètres de précision. C'est ça, un pied à coulisses. Mais avec ton iPhone, tu peux... T'as l'application qui mesure. Là, c'était le petit truc. Je testerai ça. Merci l'astuce. C'était l'astuce de Gaëtan, l'astuce du jour. Le bon coin bouffe. Bon, on avait pour terminer un truc super. Alors là, vous êtes restés jusqu'au bout. Ouais. Allez, vous êtes prêts? On va parler d'un projet de fou. Ouais. Ce n'est pas nouveau. Vous avez peut-être même déjà vu sur les réseaux sociaux parce que forcément, c'est le genre de produit qu'on voit, etc. C'est FarmBot. FarmBot, c'est tout simplement le robot potager. Vous imaginez une imprimante 3D avec plusieurs axes. Eh bien, vous y greffez dessus plusieurs têtes. La tête qui va venir scanner la terre, donc avec les fameuses électrodes, on peut dire ça un peu comme le flower care. Il va pouvoir enseminer la terre, donc prendre la graine et la planter. Il va pouvoir arroser à l'endroit où on a besoin. Il va pouvoir aussi faire quoi? C'est détecter les mauvaises herbes et les enfoncer dans le sol. Et tout ça parce que ça a été relié à un logiciel où on a programmé tout simplement, là je veux mettre des carottes, là je veux mettre les tomates, là je veux mettre la laitue. Et donc ça prend un espace. Et donc le robot sait exactement où est quoi et de quoi a besoin la plante, etc. C'est un truc de fou quand je vous ai fait découvrir ça, Gaëtan, Antoine. Ça donne envie. Franchement, ça donne envie parce que c'est formidable. C'est fabuleux à voir. C'est complètement inutile. C'est tellement magique. Mais indispensable. Je pense que c'est le truc ultime de geek pour le jardin. Là, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Alors, c'est peut-être beaucoup moins inutile. C'est beaucoup plus inutile, que le robot tondeuse là qui lui est utile à mort. Mais clairement, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment, vous le voyez en action. Faut voir les vidéos. Allez voir les vidéos. Faut voir la vidéo. Allez voir les vidéos. De toute façon, on vous met le lien farm.bot. Alors, il y a aussi une FarmBot. Si vous cherchez FarmBot, vous allez tomber aussi sur le collectif français. Alors, pourquoi collectif ? Pourquoi collectif ? Puisqu'en fait, FarmBot, c'est un projet en open source. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer, puisqu'il y a beaucoup de pièces en impression 3D, vous pouvez imprimer et faire votre projet FarmBot vous-même.
Tout est open source, donc je l'ai dit, et donc il y a des communautés en France qui se sont créées pour les faire, voire importer les kits, parce que Farmbot propose aussi des kits vendus directement, on en parle juste après au niveau des prix. Donc il y a le collectif par exemple français organise des commandes groupées. Voilà. Donc c'est vraiment l'imprimante 3D que l'on a connu au début où c'était tout c'est ça, du DIY. En fait, c'est un potager électronique DIY, quoi. Mais là, le Farmbot, là, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup là, quand on a regardé un petit peu. Effectivement, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup comme au début les imprimantes 3D. On en trouvait que dans les Fab Labs et compagnie, quoi, ou dans les universités. Et là, effectivement, ça a l'air d'être plutôt le cas pour le moment. Je pense qu'il y a peu de particuliers aujourd'hui qui en sont équipés, sauf des gros geeks comme toi. Mais me tente pas, ça fait plusieurs fois que je regarde. Bah, je pensais déjà l'autre jour, je pensais que t'allais commander, hein, mais voilà. parce que le prix avait baissé aussi. Ouais. Alors, et puis on n'a pas dit, c'est un truc qui marche en plus à base de Raspberry, d'Arduino et compagnie. Ouais. Donc c'est vraiment du entre guillemets simpliste à mettre en œuvre. C'est pas une usine à gaz non plus. Voilà, si on a un petit peu le matos pour imprimer, voilà, quelques accessoires, il y a moyen de faire un petit modèle, quoi, déjà pour commencer. Il y a plusieurs tailles. Alors, justement, donc bon, il y a plusieurs tailles. Le Farmbot Genesis, qui est la première version, ou la version avec plusieurs têtes, quand je parlais, ça arrose, ça plante la graine, ça mesure, etc. En fait, c'est la tête du robot qui vient changer l'embout pour faire son office. Farmbot Genesis, ça coûte 2700 € quand même. Pour un potager d'une taille de 1,4 mètres sur 2,9 mètres. Donc 1,5 mètre par 3 mètres. D'accord ? Il y a la taille XL, qui est un peu forcément un peu plus grosse, qui est plutôt à 4000 €. Là, on est sur du 3 mètres par 6 mètres. Là, vous avez du potager de compétition, vous faites en auto-alimentation. Et après, si vous voulez faire tout simplement plus petit, il y a la gamme Express. La gamme Express, par contre, c'est pas une tête interchangeable. En fait, tout est sur la même tête. Alors, on a beaucoup moins de vidéos sur cette Farmbot Express. Bon, l'avantage, c'est que ça coûte quand même beaucoup moins cher. On est sur 1200 € pour le kit qu'on peut donc commander. Attention, bien sûr, ça ne compte pas, puisque c'est un kit qui vient des États-Unis, ça peut prendre la taxe, la TVA, etc. Ce genre de kit-là, à mon avis, c'est sûr, on passe pas à travers les douanes. Donc, c'est pas comme vos colis AliExpress. Surtout qu'ils vont voir que c'est un truc qui permet de cultiver des graines, ils vont se dire oh là 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 là. Donc le Farmbot Express, tout le petit, on peut faire du 1 mètre par 2,7 mètres, donc du 1 par 3, d'environ 3 mètres carrés. Le XL qui lui est à 1400 € ici en promotion. Mon Dieu, il faut pas me dire ça en promotion. 2 mètres, 3 par 5 mètres, 7. Voilà, donc c'est un super projet. Moi, j'ai une personne qui en a commandé un, qui l'a pas. Enfin, à l'époque, c'était un collègue. On s'est séparés. Il avait une entreprise sur la récupération de données et à tout ce qui était IoT. Il avait commandé ça dans le cadre de son entreprise pour justement montrer le principe d'IoT, de récupération d'informations. Je ne sais pas s'il l'a installé. Il était très porté sur l'autoconsommation et tout. Faudrait que je lui pose quand même la question où est-ce qu'il en est avec son Farmbot. Mais ça a l'air super. Franchement, c'est une pépite, ce truc. Ouais, puis rien qu'à regarder bosser, moi, ça me botterait, quoi. Une imprimante imprimée, une imprimante 3D imprimée, c'est le même. C'est exactement ça. Faut vraiment faire le comparatif avec ça. C'est les premières imprimantes 3D qui étaient en kit, où on galérait peut-être à régler. Ça, c'est peut-être aussi le cas. Hein. Le seul bémol que je vois, enfin on en avait discuté pendant la préparation, c'est l'application, alors qui se fait en ligne, etc., sur un site. Moi, j'aurais aimé, c'est que cette application propose le panachage de ce que l'on veut planter. Parce que, je sais pas si vous connaissez un petit peu en culture, en permaculture, on va pas mettre une carotte à côté d'une tomate. Alors, je dis peut-être des conneries, mais c'est pour vous illustrer. Il faut pouvoir marier certaines espèces parce que certaines vont être bénéfiques à d'autres, etc. Donc, je ne sais pas si l'application gère ça. Et ça, il le gère pas. Je me souviens qu'on en avait discuté. Oui, on en avait discuté de ce que j'ai vu. En tout cas, on n'avait pas trouvé l'info. Je n'ai pas trouvé l'info.
peut-être, encore une fois, comme c'est en open source, on pourrait il suffit que ça évolue. Ouais. Voilà, donc si on vous a donné envie avec Farmbot, du coup, n'oubliez pas de nous taguer quand vous recevrez le colis. Et si les gens de chez Farmbot nous écoutent, ils peuvent pourquoi pas nous envoyer un kit, on essaye. Ça, je ne crois pas, monsieur. Les Américains nous écoutent sûrement pas. Bon, mais je sais plus si on en avait discuté aussi, mais ça se connecte. Il y avait pas un plugin Home Assistant en plus. T'avais pas trouvé un truc qui allait bien là-dessus? Je sais plus. Non, à l'époque, je t'avouerai que je n'avais pas regardé. Ouais, il semblait qu'on avait discuté. Mais Farmbot intégration, il y a une demande qui est en cours. Il n'y a pas besoin de HomeKit. C'est tellement merveilleux que tu n'as pas besoin de HomeKit. Je pense pas. De toute façon, son truc il est autonome. Une fois que tu as déterminé ce que tu voulais planter. Après, je sais pas si. Oui, je pense que le truc va en plus voir quand ta tomate est bien rouge et qu'elle est. Je crois qu'il y a un système de caméra en plus dessus. Oui, puisque c'est comme ça qu'il détecte les mauvaises herbes. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il peut te dire, ta tomate fait à peu près tant de diamètre et il t'envoie la recette pour la préparer. Elle est prête à être consommée, quoi. Ouais. Alors, je retombais sur le site français, donc c'est farmbot.fr pour le collectif un peu le français, et c'est farm.bot pour le site officiel. Ça peut paraître cher, 1 200 €, 2 500 €, etc. Il y a quand même des tableaux comparatifs de mais si tu achètes que ta graine et que tu gères tout ça, c'est rentabilisé extrêmement rapidement si tu veux, si toi tu as l'habitude plutôt d'acheter des légumes bio. Oui, c'est ça, ouais. Le tableau, il était publié. C'est, on parle pas de ROI sur 10 ans, de retour sur investissement sur 10 ans. On parle de quelques années, quoi, à peine. Et en plus, comme c'est du DIY, c'est de l'open source, il tombe en panne, c'est des pièces standards, tu l'imprimes, c'est des profils ALU standards, c'est du Raspberry, du Arduino, merci, au revoir, quoi. Allez voir ça, vous n'avez pas le choix. Mais on sait que tu as envie de l'acheter, Julien. Allez, la prochaine émission, tu nous dis que tu l'as reçu. Non, j'ai trop de projets en ce moment, trop de projets en tête. Bon. Enfin voilà, donc c'était un petit tour de la domotique dans le jardin, domotique maison connectée, objet connecté, le tour du jardin, le super projet de Farmbot pour finaliser. On espère que ce dossier vous a plu. Alors comme à notre habitude, on vous a sélectionné 2 chaînes, chaîne YouTube ou blog. Donc là, en l'occurrence, c'est un blog et une chaîne YouTube. Qu'on a trouvé assez sympathique. Je crois que c'est toi, Antoine, puisque en ce moment, tu es à fond HomeKit. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné ? Gaëtan aussi avait vu le truc, une chaîne, c'est un site qui a une chaîne YouTube, c'est mamili-homekit.fr. Oui, c'est ça, parce que comment je pensais que... Oui. C'est Mamili, Mamie lit comme mamie qui lit, mamili-homekit.fr, et en gros le concept c'est mamie qui se met à HomeKit, et donc il y a l'espèce de petit avatar façon Apple, qui propose plein de petits tutos sur comment ça marche HomeKit, comment on démarre, comment on fait tout un tas de trucs en vidéo. Voilà, il y a plein de petits dossiers, plein de petits trucs sympas, et c'est vraiment assez simpliste effectivement pour des gens qui veulent mettre un petit pied dans HomeKit. Et voilà, c'est assez cool. J'ai trouvé ça vachement bien fait design, au niveau didacticiel et tout. Le design est vachement sympa, vraiment la sauce Apple pour effectivement les gens qui sont. Ça m'a fait penser en fait au début quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était Audrey Coulot, la compère de Matt prof du web qui enregistre l'excellent podcast avec Guillaume Vendée dans Relife. J'ai cru que c'était elle qui propose aussi ce type de Apple différemment. Pardon, voilà, oui, je mélange un peu tout le monde. Mais voilà, oui, elle a un excellent podcast sur le monde d'Apple avec YouTube Matt. Ouais. Et du coup, j'ai cru que c'était elle parce que effectivement, ça ressemble fortement dans le design et tout. Et c'est vraiment un truc sympa. Allez voir si HomeKit vous intéresse ou si votre grand-mère veut se mettre à HomeKit. Ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est un peu le concept du truc. Très bien. Deuxième chaîne YouTube.
Deuxième chaîne YouTube aussi, moi c'est un que j'ai sélectionné, un américain là que je suis depuis quelques temps sur HomeKit. Quand j'ai commencé à chercher un petit peu plus précisément plein de choses sur HomeKit, je suis tombé sur ce gars-là qui s'appelle Sean Walter ou Water, un nom comme ça, je sais plus. Sa chaîne YouTube, c'est SAW Gamecock. SAW Game Game Cock COCK. Voilà, on vous met le lien de toute façon dans les notes de l'épisode. Et c'est un gars qui fait énormément de HomeKit. Alors c'est effectivement en langue anglaise, américaine. Avec les sous-titres, ça passe bien si on lit un petit peu l'anglais. Mais voilà, il fait pas mal de trucs. Il montre tout ce qu'il connecte dans sa maison. C'est vachement pas mal. C'est un gars, je pense, qui est un petit peu en train d'exploser, de monter fortement sur le créneau HomeKit. Voilà. Je vous invite à aller regarder tout ça. Très bien. Alors, avant de conclure, j'ai un petit message de la part de toute l'équipe pour vous, auditeurs. On s'aperçoit que à chaque fois qu'on publie une émission, cette émission explose tous les tops. Donc, on voulait vraiment vous remercier de l'accueil que vous avez à nos émissions. Nos émissions que l'on prend énormément de plaisir à enregistrer. Comme vous l'entendez souvent, on se prend pas trop la tête. C'est le principe même de l'émission, c'est de vous partager notre expérience. Quand on voit les résultats que le lendemain, le surlendemain de la publication de l'émission de Tech Café Domotique, on fait d'ailleurs même par moments mieux que Tech Café, mais bon, on est dans les top 5, top 10, top 5 des podcasts tech. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. On sait que c'est pas toujours aussi évident de nous écouter pendant 1h30, 2 heures. Mais voilà, donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Gaëtan, Antoine. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est impressionnant et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Parce que on fait ça sans aucune prétention. On se fait plaisir à préparer, on fait plaisir à partager ça. Et quand on voit on fait pas tout le temps, mais quand on va regarder un peu les classements 2-3 jours après sur Apple Podcast sur les émissions, on voit on fait pas tout le temps, tu regardes à chaque maintenant, fois. Oui, au début, je suis tombé par hasard. Mais non, mais à côté de ça, on a d'autres podcasts, d'autres chaînes, d'autres trucs comme ça, on n'a pas autant perçu. Enfin, c'est génial. Donc, merci. Non, effectivement, c'est juste ça. Merci à vous. Il y a pas de, y a rien. Non, c'est vrai que c'est pas toujours facile à quantifier. Alors on a à peu près le nombre d'écoutes que Guillaume arrive à quantifier via le système par lequel il passe là. Alors on sait pas si c'est hyper fiable, mais rien que ça déjà c'est énorme. Et puis qu'effectivement quand on voit qu'on est dans le top 3 pendant quelques jours sur Apple Podcast et compagnie, c'est ouf quoi. C'est vraiment dingue. Ouais, parce que on n'a pas de retour, entre guillemets, à part bien sûr les commentaires que vous pouvez mettre sur le site Tech Café, les commentaires que vous pouvez mettre sur le Discord de Tech Café. Twitter aussi. Il y a une discussion sur Twitter avec Twitter sur le handicap. Voilà, donc oui, c'est vrai qu'on nous propose aussi même des sujets d'émission que l'on entend et qu'on l'on a mis dans les tablettes. Donc merci vraiment du fond du cœur. Comme on l'a dit, c'est quelque chose que l'on fait comme ça. Voilà, on ne touche strictement rien du tout sur cette émission. Il n'y a aucune rémunération et tout. Donc, on le fait pour s'amuser. On passe un bon moment, Antoine, Gaëtan et moi. Et on aime bien partager tout ça, toute notre expérience. Je ne vais pas parler de notre savoir, parce que par moment, on voit qu'on bloque aussi. Mais voilà. Donc, c'était un grand remerciement à vous, chers auditeurs. Ouais, et j'en profite, si vous avez des idées même parce qu'on disait sur le handicap et tout, des choses qu'on nous a proposées, n'hésitez pas si vous avez des idées de sujets bien précis, de ce style-là ou autre, ou même des idées de produits, de choses dont vous voudriez qu'on parle, qu'on aborde, parce que même nous, des fois, on connaît pas tout. On va parler de Sonoff donc, aussi. Donc on est tout oui. Voilà. Et on essaye aussi, c'est de préparer encore plus maintenant nos émissions, et cette fois-ci, on vous avait même mis sur Twitter. Si vous aviez des idées sur le jardin et la domotique, on avait lancé une petite bouteille à la mer. Alors, on avait déjà fini de préparer l'émission, mais c'était au cas où il y avait des sujets à rajouter. Donc, on essaiera de refaire ça. Suivez le Twitter de Tech Café. Voilà, on vous dira, tiens, on va enregistrer telle émission si vous voulez intervenir ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est la fin de ce jardin domotique. Jardin Antoine, on te retrouve sur les réseaux sociaux toujours ?
Ouais, The Walking Dead FR sur Twitter, Insta et compagnie. Voilà. Sinon, thewalkingdead.fr, vous allez sur ce site, vous retrouverez un petit peu les liens pour me contacter et autres. Voilà. Et vous, Gaëtan. Vous retrouvez sur le site cotigeek.fr et dessus vous aurez tous les liens sur Twitter, Instagram, YouTube et c'est déjà pas mal. Voilà. Et quant à moi, Julien, vous retrouverez les publications que j'ai pu faire sur le blog Ça sert à quoi et sur un petit peu sur les réseaux sociaux, blog Ça sert à quoi. Parfait. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au magazine Flipboard. On partage de temps en temps des articles. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, merci messieurs. Merci. On vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée à tous. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye. Salut. Salut.